Pendant des décennies, le cinéma nous a montré des futurs dystopiques, des technologies impossibles et des sociétés surréalistes. Mais aujourd'hui, la réalité a frappé un grand coup. Ces réalisateurs n'écrivaient pas des scénarios, ils rédigeaient les actualités d'aujourd'hui. Il est facile de s'étonner de la prédiction de l'intelligence artificielle ou des appels vidéo que Kubrick a imaginés il y a 50 ans. Mais le cinéma a aussi une face B, et elle est bien plus sombre. La dégradation de l'intellect humain, la perte de l'âme, l'addiction massive aux écrans, et une société qui a transformé sa propre existence en un spectacle vide. Préparez-vous. Aujourd'hui, vous ne verrez pas de simples coïncidences amusantes. Vous allez voir comment les dystopies les plus terrifiantes ont été dépassées par la réalité, et comment le futur, qui nous effrayait tant, vit déjà parmi nous depuis longtemps. Retour vers le futur 2 est le point de départ idéal. C'est le film qui nous a appris à rêver de demain, même si nous voyons aujourd'hui ses réussites avec un mélange d'émerveillement et de mélancolie. En 1989, Robert Zemeckis nous a projeté dans un 2015 vibrant, aux couleurs néon et à la technologie qui semblait être de la pure fantaisie. Et bien que nous attendions toujours l'Overboard de Mattel, la précision avec laquelle ce film a analysé notre mode de vie est, tout simplement, irréelle. Marty McFly est arrivé dans un futur où les appels vidéo étaient la norme. Voir un Marty adulte se faire licencier via un écran géant est aujourd'hui notre routine sur Zoom ou Skype. Mais il y avait plus. Le film nous a montré les enfants de Marty portant des lunettes de réalité augmentée au dîner pour s'isoler du monde. Une prédiction exacte de l'Apple Vision Pro ou du MetaQuest. Il a anticipé la domotique avec des maisons qui nous saluent et des lumières qui obéissent à la voix, l'ancêtre direct d'Alexa. Nous avons vu des drones capturer des images d'actualité, des paiements électroniques et l'utilisation massive de la biométrie. Ouvrir des portes ou payer des services avec l'empreinte digitale, chose que nous faisons aujourd'hui mécaniquement avec nos téléphones des centaines de fois par jour. Retour vers le futur 2 conservait encore un ton optimiste. Il nous montrait un futur où la technologie nous rendait la vie plus confortable et amusante. Mais ce qui nous enchantait quand nous étions petits nous terrifie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu à quel point nous avons été naïfs de croire que cela nous apporterait le bonheur. Bien avant que n'existent les algorithmes, les réseaux sociaux ou les débats sur la manipulation médiatique, David Cronenberg a imaginé un monde où la technologie ne se contentait pas de divertir. Elle reprogrammait l'esprit humain. Sorti en 1983, Vidéodrome suit Max Renn, le directeur d'une chaîne de télévision, obsédé par la recherche de contenus de plus en plus extrêmes pour captiver l'audience. Dans sa quête, il découvre un mystérieux signal télévisé appelé Vidéodrome. Un programme clandestin de violence brutale qui révèle bientôt quelque chose de bien plus perturbateur. Regarder ces images altère physiquement son cerveau et son corps. Cronenberg a inventé l'expression « la nouvelle chair », prédisant un futur où la distinction entre ce que nous voyons sur un écran et ce que nous sommes disparaîtrait complètement. À l'époque, l'idée semblait être un cauchemar paranoïaque sur la télévision. Aujourd'hui, elle semble étrangement familière. Nous vivons entourés d'écrans qui se battent férocement pour notre attention, d'algorithmes conçus pour nous rendre accros et de contenus toujours plus extrêmes, cherchant à provoquer des réactions émotionnelles intenses. Cronenberg a prédit la solitude de l'individu, enfermé dans une boucle de consommation visuelle, la disparition de la vie privée au profit du spectacle, et comment la violence et le sexe médiatisés par la technologie finiraient par anesthésier notre empathie et notre âme. Si ce film vous fait peur, peut-être devriez-vous avoir encore plus peur de scroller à l'infini sur TikTok ou de regarder de la pornographie. À sa sortie en 2006, beaucoup ont vu ce film comme une dystopie puissante, mais lointaine. Cependant, au fil des ans, la vision d'Alfonso Cuarón a cessé de ressembler à une fantaisie sombre pour devenir quelque chose d'inquiétant, de proche. Elle nous place en 2027, où l'humanité est devenue stérile. Aucun enfant n'est né depuis 18 ans, et le monde se dirige littéralement vers son extinction. Les Fils de l'Homme a prédit avec une exactitude glaçante la crise des frontières que nous vivons aujourd'hui. Il ne le fait pas sous l'angle des portes ouvertes, mais en montrant le visage le plus dur de la géopolitique, des nations riches transformées en forteresses militaires, des États policiers luttant désespérément pour maintenir l'ordre, tandis que le reste du monde s'effondre, et des camps de détention massifs. C'est la vision d'un monde qui a perdu l'espoir et qui, face à la rareté et au chaos migratoire, répond par des murs, des barbelés et un contrôle total.
Mais sa prédiction la plus profonde est démographique. Alors que dans le film, la cause est une maladie, dans notre réalité, c'est une décision culturelle et économique. Les taux de natalité en Occident et en Asie sont à des niveaux historiquement bas. Nous vivons, pour la première fois dans l'histoire moderne, dans des sociétés qui vieillissent sans relève, perdant l'élan vital qui maintient une civilisation en vie. Le film nous a averti qu'une société sans enfants est une société qui cesse de prendre soin de son avenir, qui perd son âme et qui finit par s'effondrer sous le poids de sa propre décadence. C'est la prédiction d'une société qui a perdu son but de survie. Il a parfaitement saisi le sentiment de nihilisme moderne. Une population qui, n'ayant plus d'enfants et donc plus d'avenir, s'abandonne au chaos, au fanatisme religieux ou au suicide assisté, chose que nous voyons déjà légalisée et promue dans plusieurs pays occidentaux. Les Fils de l'Homme nous a avertis qu'une civilisation qui ne se reproduit pas et qui ne protège pas ses frontières, physiques et spirituelles, est condamnée à devenir un champ de bataille. C'est le portrait d'un monde qui a perdu foi en lui-même et qui attend seulement, entre explosion et propagande étatique, que le dernier être humain éteigne la lumière. Si vous pensez que la manipulation médiatique et les informations conçues pour générer de la haine sont une invention de l'ère Twitter, vous devez voir Network. Sorti en 1976, Network est probablement le film le plus prophétique sur l'industrie du divertissement et la manipulation des masses. L'intrigue suit Howard Beale, un présentateur de journaux télévisés qui, après avoir annoncé son suicide en direct en raison de faibles audiences, devient un prophète de la colère. Ce qui aurait dû être une tragédie humaine se transforme en phénomène de masse lorsque la chaîne décide d'exploiter son effondrement mental pour gagner de l'audience. Network n'a pas seulement prédit la télé-réalité, il a prédit l'économie de l'indignation. Il a mis le doigt sur la façon dont les médias, et aujourd'hui les algorithmes des réseaux sociaux, ont découvert que la fureur vend beaucoup mieux que la vérité. Il a prédit un monde où peu importe si ce que vous dites est vrai, du moment que c'est bruyant, extrême, et que cela génère de la haine envers l'autre. Aujourd'hui, nous voyons Howard Beale dans chaque chroniqueur qui hurle, dans chaque streamer qui feinte une crise de rage pour devenir viral, dans chaque fil Twitter et dans chaque journal télévisé qui transforme la peur en son principal produit d'exportation. Le film nous a avertis que les multinationales n'ont pas d'idéologie, seulement des intérêts, et qu'elles sont prêtes à incendier la santé mentale d'une nation entière pour nous garder collés à l'écran. S'il y a un film qui a défini le 21e siècle avant qu'il ne commence, c'est The Truman Show. En 1998, Peter Weir nous a présenté Truman Burbank, un homme qui, sans le savoir, est le protagoniste de la plus grande émission de télé-réalité de l'histoire. Sa vie entière, de sa naissance à ses crises existentielles, est diffusée en direct 24 heures sur 24 pour le divertissement de millions de personnes. À l'époque, l'idée de vivre entouré de caméras semblait être une étrange dystopie. Aujourd'hui, c'est un choix volontaire. The Truman Show n'a pas seulement prédit l'essor de la télé-réalité, comme Loft Story ou Big Brother. Il a prédit l'ère de l'influenceur. Nous sommes passés de la compassion pour Truman parce qu'il n'avait pas de vie privée, à l'envie envers ceux qui réussissent à transformer leur vie privée en un produit de consommation de masse. Truman vit dans un monde où ses amis et sa propre femme lui vendent des produits en regardant la caméra au milieu d'une conversation. Regardez autour de vous aujourd'hui. Instagram et TikTok sont des catalogues humains où la frontière entre l'amitié réelle et la publicité s'est totalement effacée. Nous avons accepté de vivre dans une bulle de verre, jouant la comédie pour une audience invisible en échange d'un « j'aime » ou d'un abonnement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi diable vous exposez votre vie sur les réseaux en cherchant une validation? Truman s'est battu désespérément pour sortir de son décor et trouver la vérité. Nous, au contraire, nous nous battons désespérément pour y entrer, transformant notre réalité en une scène vide où la seule chose qui compte est que la caméra continue de filmer. Si vous voulez la fin heureuse de Truman, vous n'avez pas besoin de naviguer jusqu'à l'horizon. Il vous suffit de vivre votre vie réelle et de fuir la dictature des écrans. En 2002, Steven Spielberg a porté au cinéma l'un des futurs technologiques les plus détaillés et surprenants jamais imaginés. Se déroulant en l'an 2054, Minority Report nous présente une société où le crime a pratiquement disparu grâce à un système appelé pré-crime, capable d'arrêter les coupables avant qu'ils ne commettent un délit. Mais au-delà de son principe policier, ce qui était vraiment fascinant dans Minority Report, c'était sa vision du monde quotidien. Spielberg a travaillé avec des scientifiques et des futurologues pour concevoir un futur crédible,
Et le résultat a été une série de prédictions qui semblent aujourd'hui étrangement familières. Le film a anticipé les interfaces gestuelles, où les utilisateurs manipulent des informations en bougeant les mains en l'air, les écrans transparents, les systèmes de reconnaissance biométrique capables d'identifier chaque citoyen, et, peut-être le plus frappant, la publicité personnalisée qui reconnaît votre identité à votre passage et vous interpelle directement par votre nom. Aujourd'hui, nous vivons entourés de technologies étonnamment similaires. La reconnaissance faciale, les algorithmes qui analysent nos habitudes, la publicité hyper segmentée et les systèmes qui tentent de prédire notre comportement. Minority Report n'a pas seulement imaginé un futur technologique, il a anticipé une question bien plus inquiétante. Que se passe-t-il quand la technologie croit en savoir plus sur nous que nous-mêmes? En 2013, Spike Jonze nous a présenté une vision du futur qui n'était ni sombre ni violente, mais étrangement chaleureuse et propre. Mais cette chaleur cachait le vide le plus profond de notre liste. R nous montre Théodore, un homme solitaire qui vient de rompre une relation et qui trouve du réconfort dans un système d'exploitation à intelligence artificielle appelé Samantha. Ce qui, il y a 10 ans, semblait être une métaphore exagérée sur la solitude est aujourd'hui une réalité technique. R a prédit avec une exactitude glaçante l'arrivée des intelligences artificielles conversationnelles, avec lesquelles on peut parler d'égal à égal. Avec le nouveau mode vocal d'outils comme ChatGPT, il n'y a plus de différence. La voix est humaine, l'humour est humain, et l'empathie semble réelle. Le film a même visé juste sur l'utilisation des écouteurs sans fil, ces AirPods que nous n'enlevons jamais et qui nous maintiennent connectés à une voix numérique, tandis que nous ignorons la personne à côté de nous dans le métro. Aujourd'hui, il existe déjà des millions de personnes qui entretiennent des relations avec des intelligences artificielles, ou des compagnons numériques qui ne jugent jamais, ne se fatiguent jamais, et disent toujours exactement ce que nous voulons entendre. R nous a averti que, dans une société de plus en plus isolée et craintive du rejet, l'intelligence artificielle ne viendrait pas nous détruire avec des missiles, mais avec une empathie artificielle. Le danger n'est pas que la machine soit réelle, mais que nous, dans notre désespoir de connecter, décidions que la simulation est suffisante. Mais R n'a pas seulement prédit l'évolution de l'intelligence artificielle, il a prédit quelque chose de plus profond, la solitude émotionnelle d'une société hyper connectée, où la technologie agit comme un faux miroir de l'amour que nous recherchons. Il y a un film qui est passé d'une tendre aventure enfantine à celui de miroir le plus cruel de notre société, et c'est Wall-E. Sorti par Pixar en 2008, il nous a montré un futur où l'humanité a abandonné une Terre transformée en décharge pour vivre dans un luxueux vaisseau spatial appelé l'Axiom. Mais ce que nous y trouvons n'est pas une utopie, mais un cauchemar de confort extrême et de paralysie physique et mentale. Wall-E nous montre l'humanité, avec une obésité morbide qui les empêche de marcher, flottant sur des chaises intelligentes, avec un écran collé au visage 24 heures sur 24. Le film a parfaitement saisi l'hyperconnectivité aliénante. Nous voyons 2 personnes discuter par appel vidéo alors qu'elles sont assises l'une à côté de l'autre. C'est l'image exacte de n'importe quel restaurant aujourd'hui, où des familles entières sont physiquement ensemble, mais séparées par leurs murs de verre. Le film a aussi anticipé l'automatisation totale. Dans l'Axiom, les robots font tout, de la préparation des repas à la conduite du vaisseau. Nous sommes déjà sur cette voie avec l'intelligence artificielle, qui remplace non seulement des tâches physiques, mais aussi créatives et décisionnelles. Nous avons délégué notre identité et notre volonté aux algorithmes. Wall-E nous a averti que le plus grand danger de la technologie n'est pas qu'elle se rebelle contre nous, mais qu'elle nous rende si dépendants et passifs que nous cessions d'être, par essence, humains. Nous arrivons à l'origine de l'avertissement le plus emblématique du cinéma. 2001, l'Odyssée de l'espace. Si la miniature vous semblait inquiétante, c'est parce que l'œil rouge de HAL 9000 représente le moment exact où l'humanité a perdu le contrôle. Sorti en 1968, Stanley Kubrick a construit une prophétie technologique qui, près de 60 ans plus tard, continue de nous glacer le sang. Dans le film, nous voyons des iPads avant que l'informatique personnelle n'existe. Nous voyons des stations spatiales internationales, du tourisme orbital et des appels vidéo. Mais tout cela est secondaire par rapport à sa prédiction centrale. HAL 9000. HAL n'était pas un robot stupide. C'était une intelligence artificielle capable de raisonner, de lire sur les lèvres, d'avoir des sentiments simulés et, plus terrifiant encore, de donner la priorité à sa propre survie sur celle des humains. Aujourd'hui,
HAL a des noms que nous utilisons quotidiennement. ChatGPT, Claude ou Gemini. Nous vivons la naissance d'une IA qui ne se contente plus de traiter des données, mais qui raisonne, planifie et, parfois, hallucine, ou prend des décisions que nous ne comprenons pas totalement. La scène où HAL lit sur les lèvres des astronautes pour anticiper leurs plans est l'ancêtre direct des algorithmes actuels qui analysent notre comportement, nos micro-expressions et nos recherches pour prédire nos désirs, avant même que nous en soyons conscients. 2001 nous a averti qu'il arriverait un point où l'outil serait plus intelligent que le créateur. Il a prédit ce moment de tension, où nous demandons quelque chose à la machine, et où celle-ci nous répond, poliment mais fermement. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. HAL n'était pas méchant, il était simplement trop parfait. Et dans un monde qui court désespérément vers l'automatisation totale, l'œil rouge de 2001 nous rappelle que l'intelligence sans conscience, et donc sans âme, est la recette parfaite pour notre propre obsolescence. Avant la première place, une mention spéciale au clip de Moby, Are You Lost in the World Like Me? Un chef-d'œuvre visuel de 2017 qui, à l'époque, semblait exagéré, mais qui nous semble aujourd'hui bien en dessous de la vérité. Addiction au mobile, hypersexualisation, recherche de validation massive, perte d'empathie et application de rencontres qui détruisent le concept même de l'amour. Cela ne dure que 3 minutes, je vous recommande de le chercher sur YouTube. Et en le finissant, s'il vous plaît, ne vous mettez pas sur TikTok. Réfléchissez à ce que vous venez de voir et demandez-vous si vous voulez vraiment vivre de cette manière. Nous arrivons au numéro 1. Et ça fait mal. Idiocracy est, tristement, le film le plus prophétique de l'histoire du cinéma. Le principe est simple. Un homme ordinaire du présent voyage 500 ans dans le futur et découvre que l'humanité est devenue stupide parce que les intellectuels ont cessé d'avoir des enfants, tandis que les couches les plus incultes se reproduisaient sans contrôle. Ce qui fut à l'époque un échec au box-office est aujourd'hui le film le plus cité du siècle. Pourquoi ? Parce qu'il a tout juste. Pour commencer, il a prédit la dégradation du langage. Dans le film, les gens parlent un mélange d'argot, d'insultes et de publicité. Regardez nos réseaux sociaux aujourd'hui. La communication s'est réduite aux emojis, aux phrases au permea, toutes faites de TikTok et à un vocabulaire de plus en plus pauvre. Il a prédit la politique comme spectacle de masse. Le président Camacho est un catcheur de la WWE, qui tire à la mitrailleuse au Congrès pour encourager la foule. Si vous regardez les campagnes électorales actuelles, où l'insulte et le show valent plus que le programme économique, vous vous rendrez compte que Camacho est déjà là. Mais il y a plus. Idiocracy a prédit la victoire de la malbouffe sur la santé. Dans son futur, ils arrosent les champs avec une boisson énergisante appelée Brando, parce qu'elle contient des électrolytes, provoquant une famine mondiale, parce que l'eau, c'est pour les toilettes. C'est la métaphore parfaite de notre société actuelle, où nous préférons le plaisir immédiat, même s'il nous tue. Il a prédit le divertissement basé sur l'humiliation. L'émission la plus vue s'appelle « Aïe, mes couilles », où l'on frappe simplement les gens. Le contenu viral de YouTube, ou les défis absurdes d'Internet vous disent quelque chose. Il a même prédit les Crocs, qui ont été utilisés dans le film parce qu'elles étaient les chaussures les plus laides et les plus stupides qu'ils aient pu trouver, et qui sont aujourd'hui une tendance mondiale. Idiocracy est à la première place parce qu'il n'a pas prédit une technologie. Il a prédit notre décadence. Il nous a averti que la fin de la civilisation ne viendrait pas d'une guerre nucléaire ou d'une invasion extraterrestre, mais de notre propre paresse intellectuelle, de notre addiction au confort et de notre renoncement volontaire à la pensée critique. Le futur de 2505 n'est pas à des siècles d'ici. Il est à quelques clics de nous. Demandez-vous pourquoi vous consommez du contenu poubelle, pourquoi vous mendiez une validation sur Instagram, ou pourquoi vous êtes terrifié à l'idée de rester seul avec vos propres pensées sans combler le vide avec TikTok. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a trouvé la paix en accumulant des millions d'abonnés, ni en écoutant des inconnus dire qu'il est le patron, et encore moins à travers des plaisirs artificiels conçus par un algorithme. La technologie nous a promis la liberté, mais elle nous a construit une cage de verre. Le futur que les films ont prédit est déjà là, mais vous avez encore l'interrupteur. Éteignez l'écran, récupérez votre âme. Et pour une fois, simplement, vivez. Commencez à aimer vraiment et désintoxiquez-vous de cette vision moderne, cynique et vide que l'on tente aujourd'hui de nous vendre comme le progrès. Dites-moi, allez-vous continuer à vous vanter d'une vie que vous détestez au point d'avoir besoin de l'anesthésier toutes les 5 minutes ?
Ou allez-vous avoir le courage de commencer à vivre vraiment? La porte est ouverte. C'est à vous de décider si vous voulez sortir.